Je m'appelle Élodie Moreau, j'ai 58 ans. Et pendant presque toute ma vie, j'ai vécu à l'ombre d'une famille qui ne m'a jamais vraiment acceptée comme l'une des leurs. Mon oncle Marcel Delaunay, patriarche respecté d'une ancienne lignée de vignerons de Bourgogne, n'a jamais caché son mépris à mon égard. Il disait souvent, devant tout le monde, « Élodie n'a pas l'instinct des affaires. Elle ne saura jamais gérer quoi que ce soit. » Ces mots, prononcés avec froideur, résonnent encore dans ma tête comme une condamnation. Je les ai entendus pour la première fois à 18 ans, quand j'ai refusé d'abandonner mes études d'institutrice pour travailler dans les vignobles familiaux. Et je les ai entendus encore et encore, chaque fois que je revenais à la maison pour une fête ou une réunion de famille. Je n'ai jamais été riche. J'ai vécu simplement, j'ai travaillé dur et j'ai élevé mes 2 enfants seuls après mon divorce. Mais malgré la distance, j'ai toujours gardé une forme de loyauté silencieuse envers ma famille. Je n'ai jamais cherché à obtenir quoi que ce soit d'eux. Pourtant, au fond de moi, une blessure persistait, celle d'avoir été jugée et rejetée pour ce que je n'étais pas. Un matin d'automne, alors que les feuilles rouges et dorées tapissaient les ruelles de mon petit village, j'ai reçu une lettre inattendue. Elle était jaunie par le temps, l'écriture élégante et penchée d'une autre époque. Le nom de l'expéditeur m'a coupé le souffle. Louise Delaunay, Mathy. Grand-mère, décédée il y a plus de 30 ans. La lettre avait été conservée par une notaire amie de la famille qui venait tout juste de prendre sa retraite et avait retrouvé plusieurs documents dans ses archives. J'ai ouvert l'enveloppe d'une main tremblante. Ma chère Élodie, si un jour cette lettre t'arrive, c'est que le temps aura passé et que bien des vérités auront été enfouies. Il existe dans l'ancien secrétaire de ton grand-père un tiroir secret. Ce qu'il contient pourrait changer le cours de ta vie. Je t'aime, ma petite. N'oublie jamais que la vérité finit toujours par sortir de l'ombre. Je me suis assise, incapable de bouger. J'avais souvent entendu parler de ce vieux secrétaire, un meuble massif en chêne sombre qui se trouvait autrefois dans le bureau de mon grand-père Henri. Après sa mort, il avait disparu, emporté par mon oncle Marcel lorsqu'il avait hérité de la maison familiale. Je ne l'avais jamais revu. Mon cœur s'est emballé. Était-ce une simple histoire de famille ou quelque chose de plus? Qu'y avait-il donc dans ce tiroir secret? Et pourquoi ma grand-mère voulait-elle que ce soit moi qui le découvre? Quelques jours plus tard, j'ai été appelée à la maison familiale. Mon oncle était tombé malade. La nouvelle s'était répandue rapidement, son état se dégradait, et tout le monde savait que la succession approchait. Bien que nous ne nous soyons pas parlé depuis presque 6 ans, j'ai décidé d'y aller, peut-être pour la dernière fois. La propriété Delaunay, avec ses murs en pierre dorée et ses vignes s'étendant à perte de vue, n'avait rien perdu de sa majesté. Mais derrière cette façade de tradition et de prospérité, l'atmosphère était lourde de tension. J'ai à peine franchi le seuil que ma cousine Camille m'a accueillie avec un sourire hypocrite. « Tiens, Élodie, quelle surprise! Tu es venue vérifier si ton nom serait enfin sur un papier? Ne dis pas de bêtises, Camille, » ai-je répondu calmement. « Je suis venue voir mon oncle. C'est tout. » « Bien sûr, c'est ce qu'on dit toujours, » a-t-elle répliqué en levant les yeux au ciel. Son frère Adrien, plus arrogant encore, s'est joint à elle. « Tu sais bien que tout cela ne te concerne pas. Oncle Marcel a déjà tout décidé. Et crois-moi, il n'y a rien pour toi. » Je n'ai pas répondu. J'ai appris il y a longtemps qu'il est inutile de discuter avec ceux qui ne veulent pas vous entendre. J'ai traversé le couloir et frappé doucement à la porte du bureau. « Entre » a dit une voix affaiblie. Marcel était là, assis dans son fauteuil, le regard tourné vers les vignes par la fenêtre. Il semblait avoir vieilli de 20 ans depuis la dernière fois que je l'avais vu. Sa peau était pâle, ses mains tremblaient légèrement. Quand il m'a aperçu, un léger sourire a traversé son visage. « Élodie, je me demandais si tu viendrais. Comment allez-vous, oncle ?» Comme un vieil arbre qui sent venir l'hiver, a-t-il murmuré. Nous sommes restés silencieux quelques secondes. Puis, contre toute attente, il a ajouté « Tu sais,
J'ai souvent été dure avec toi. Peut-être trop. Je pensais protéger l'entreprise familiale, mais je me suis peut-être trompée. Ce n'est pas grave, ai-je répondu doucement. Je n'ai jamais attendu quoi que ce soit de vous. Et pourtant, tu pourrais bien être celle qui détient la clé de tout cela. Je l'ai regardé, interloqué. Que voulez-vous dire? Il y a des choses que tu ignores sur notre famille, des décisions prises avant ta naissance, des secrets que personne n'a osé révéler. Peut-être est-il temps que tout cela sorte. Avant que je puisse poser d'autres questions, Camille est entrée brusquement sans frapper. « Oncle, le notaire veut vous voir pour préparer les papiers. »« Élodie, je crois que vous avez terminé ici. » Le ton méprisant de sa voix m'a glacée. Marcel a levé la main. « Camille, laisse-nous seuls encore un moment. »« Mais, s'il te plaît, a-t-il insisté. Elle a fini par sortir en claquant la porte. « Élodie, a-t-il repris, dans mon bureau, il y a un vieux meuble. Tu sais lequel? Tu devrais t'y intéresser. Pas aujourd'hui, mais bientôt. » Mon cœur s'est serré. Était-ce une allusion à ce fameux secrétaire dont parlait la lettre de ma grand-mère? J'avais tant de questions, mais il était déjà trop fatigué pour continuer. Je suis reparti ce soir-là avec un mélange de confusion et d'espoir. Pour la première fois, mon oncle m'avait parlé sans mépris, et il y avait ces mots, lourds de sens, qui tournaient en boucle dans ma tête. La clé de tout cela. Les jours suivants furent étranges. La maison familiale se transforma en un théâtre d'ombre, où chacun jouait son rôle. Adrien passait ses journées au téléphone avec des avocats, déjà certains d'être l'héritier principal. Camille, elle, recevait des décorateurs d'intérieur, parlant ouvertement de ses projets de rénovation, comme si tout lui appartenait déjà. Moi, je restais en retrait. J'aidais la vieille gouvernante, Madeleine, à préparer les repas pour Marcel. Elle m'aimait bien depuis toujours. Un soir, alors que nous rangions la vaisselle, elle s'est approchée de moi et a chuchoté « Mademoiselle Élodie, il y a quelque chose que vous devriez voir. » Elle m'a conduit dans un petit salon attenant au bureau de Marcel. Là, sous une couverture, se trouvait un meuble que je n'avais pas remarqué auparavant. Mon cœur a manqué un battement. C'était le secrétaire d'Henri, mon grand-père, le même dont parlait la lettre. Personne n'y touche depuis des années. À quai d'our, murmurait Madeleine. Mais votre oncle a demandé qu'on le laisse ici. Je crois qu'il attendait que vous veniez. Je suis restée figée devant le meuble. Les souvenirs d'enfance ont afflué. Mon grand-père assis à ce bureau, écrivant de longues lettres, rangeant soigneusement des papiers dans ses tiroirs. Je me souvenais aussi de sa phrase favorite. Ce qui compte vraiment n'est jamais là où tout le monde regarde. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Et au petit matin, j'ai décidé d'agir. J'ai attendu que la maison soit vide. Adrien était parti à Dijon, Camille faisait des courses, et je suis retournée dans le salon. Le secrétaire semblait m'observer, comme s'il savait que j'étais sur le point de découvrir quelque chose d'important. J'ai ouvert les tiroirs un à un. Tous contenaient des papiers sans intérêt, factures anciennes, lettres administratives, carnets de comptes. Rien d'inhabituel. J'étais sur le point d'abandonner quand mes doigts ont senti une légère irrégularité au fond du tiroir du milieu. Une petite planche bougeait légèrement. Je l'ai soulevée délicatement. Mon souffle s'est coupé. Derrière cette paroi se trouvait une petite boîte en bois sombre, fermée par un verrou ancien. Gravé dessus, un mot unique, promesse. Je n'avais jamais vu cette boîte auparavant. Je l'ai sortie avec précaution, mon cœur battant à tout rompre. Elle était légère, mais on sentait que quelque chose se trouvait à l'intérieur. Malheureusement, sans clé, je ne pouvais pas l'ouvrir. J'ai décidé de la cacher pour l'instant, dans mon sac, sans rien dire à personne. À peine avais-je quitté le salon que j'ai croisé Camille dans le couloir. « Tu fais quoi ici, toi ?» demanda-t-elle d'un ton suspicieux. « Je cherchais Madeleine. Elle a oublié ses lunettes. » ai-je menti. Elle m'a regardé longuement, comme si elle savait que je cachais quelque chose. Puis elle a haussé les épaules et s'est éloignée. Ce soir-là, je me suis assise dans ma petite chambre d'amis, tenant la boîte entre mes mains. Promesse. Ce mot résonnait dans ma tête.
Une promesse faite par qui? À qui? Et surtout, pourquoi avait-elle été cachée si soigneusement? Quelques jours plus tard, Marcel a demandé à me voir à nouveau. Il semblait encore plus affaibli, mais ses yeux, eux, brillaient d'une étrange intensité. « Tu as trouvé le secrétaire, n'est-ce pas ?» Je n'ai rien répondu, me contentant d'un léger hochement de tête. « Alors tu sais maintenant que tout ce qu'on t'a raconté n'est pas toute la vérité. Il y a des dettes dans cette famille, pas seulement d'argent, mais d'honneur, et tôt ou tard, elles doivent être payées. De quelles dettes parlez-vous? Tu le sauras bientôt. Mais promets-moi une chose, ne laisse personne te faire croire que tu ne mérites rien. Ce qu'on t'a volé, Élodie, finira par te revenir, même si ce n'est pas sous la forme que tu imagines. » Je ne savais pas quoi répondre. Ces paroles semblaient lourdes de sens, presque prophétiques. J'ai voulu en savoir plus. Mais il s'est assoupi dans son fauteuil avant que je puisse poser d'autres questions. Ce soir-là, alors que la pluie tombait doucement sur les vignes, je suis sorti marcher seul sur les chemins boueux autour de la propriété. Je sentais au fond de moi que quelque chose d'immense se préparait. Cette lettre de ma grand-mère, cette boîte mystérieuse, les paroles énigmatiques de mon oncle, tout semblait converger vers un même point. Et pourtant, une peur sourde me rongeait, car je savais que si un secret de cette ampleur venait à éclater, rien ne serait plus jamais comme avant. Ce que j'ignorais alors, c'est que cette boîte, gravée d'un seul mot, promesse, contenait bien plus qu'un simple souvenir de famille. Elle portait en elle le pouvoir de bouleverser l'avenir de chacun d'entre nous et de réécrire toute l'histoire des Delaunay. Les jours qui suivirent furent étrangement silencieux, comme si la maison entière retenait son souffle. Marcel restait la plupart du temps enfermé dans sa chambre trop faible pour sortir, et la famille continuait à agir comme si tout allait déjà de soi. Adrien parlait ouvertement de la manière dont il allait moderniser les vignobles, tandis que Camille se vantait de son futur rôle de maîtresse du domaine. Leur certitude m'agaçait, mais je n'en disais rien. Je préférais observer. Je gardais toujours la petite boîte gravée du mot « promesse » cachée dans le double fond de ma valise. Chaque nuit, je la sortais, la regardais longuement, essayant d'imaginer ce qu'elle contenait. J'avais pensé à forcer le verrou, mais quelque chose en moi me retenait. Ce n'était pas seulement un objet, c'était un témoignage du passé, peut-être même un message de mon grand-père, et je voulais le comprendre dans le bon ordre, sans précipitation. Un matin, alors que je buvais mon café dans la cuisine, Madeleine entra avec une enveloppe jaunie dans les mains. « C'est pour vous, mademoiselle Élodie. Je l'ai trouvée derrière les livres de la bibliothèque, rangée entre 2 volumes de Balzac. Elle porte votre nom. » Mon cœur accéléra. Je pris l'enveloppe et la retournai entre mes doigts. Elle n'avait ni timbre ni cachet officiel, seulement mon prénom écrit à l'encre noire, d'une écriture que je ne connaissais pas. Je l'ouvris avec précaution. À l'intérieur, il y avait une clé ancienne, en fer forgé, et un petit mot. Le passé ne se cache pas, il attend d'être trouvé. Je n'avais plus de doute. Cette clé ouvrait la boîte. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je la pris dans ma chambre et insérai la clé dans le petit verrou. Elle s'ouvrit d'un déclic discret. À l'intérieur, il y avait une liasse de lettres, attachée par un ruban bleu. Les enveloppes portaient toutes la même écriture élégante et soignée, celle de mon grand-père Henri. Certaines étaient adressées à ma grand-mère, d'autres à une femme dont je n'avais jamais entendu parler. Lucienne V. Mon cœur battait de plus en plus vite. Je me suis assise sur mon lit et j'ai commencé à lire. Les premières lettres datèrent de 1956. Henri y parlait de décisions difficiles, d'erreurs commises et d'un héritage moral qu'il espérait réparer un jour. Dans une lettre en particulier, il écrivait « Ce que nous possédons n'a de valeur que si nous sommes justes avec ceux à qui nous devons réparation. La promesse que j'ai faite ne doit pas être oubliée. » Plus je lisais, plus je comprenais que mon grand-père avait été impliqué dans une histoire complexe. Lucienne, apparemment, avait travaillé pour la famille pendant des années, et quelque chose de grave s'était produit entre eux.
une injustice sans doute, mais ce qui m'a le plus troublé, c'est une phrase vers la fin. Cette dette concerne aussi ta fille, Louise, et sa descendance. N'oublie jamais, ce que nous leur devons reviendra un jour. Louise, c'était le nom de ma grand-mère, et sa descendance, c'était moi. Était-ce possible que cette promesse concerne directement ma branche de la famille? Je rangeais soigneusement les lettres et refermais la boîte. Une certitude commençait à se former dans mon esprit. Mon exclusion n'était peut-être pas une simple question de caractère ou d'incapacité, comme Marcel l'avait toujours laissé entendre. Il y avait peut-être un passé plus complexe, des choix cachés qui expliquaient tout. Je décidai d'en parler à Marcel. L'après-midi même, je frappai doucement à la porte de sa chambre. Il était allongé sur le lit, les yeux fermés, mais il ouvrit les paupières quand il entendit ma voix. « J'ai trouvé quelque chose, oncle, dans le secrétaire. »« Je m'en doutais, » répondit-il faiblement. « Qu'as-tu trouvé ? » ?»« Des lettres de grand-père. Il y parle d'une promesse, d'une dette envers une femme appelée Lucienne, et de nous. » Un léger sourire effleura ses lèvres. « Alors la vérité commence enfin à se montrer. Tu n'as encore rien vu, Élodie. Ces lettres ne sont qu'une partie de ce qui doit être révélé. Je ne comprends pas. Pourquoi n'en avoir jamais parlé? Pourquoi avoir laissé tout le monde croire que je ne méritais rien? Parce que parfois, protéger quelqu'un signifie le tenir à l'écart, même contre sa volonté. Je ne pouvais pas tout te dire, pas encore. » Il s'interrompit, cherchant son souffle, puis reprit d'une voix plus grave. « Dans mon bureau, il y a un double fond sous le tiroir inférieur. Prends ce qu'il contient et garde-le précieusement. Ce sont des documents que personne ne doit voir avant l'heure. » Je sortis de sa chambre, bouleversé. Jamais je ne l'avais entendu parler ainsi. Je me rendis aussitôt dans son bureau. Comme il me l'avait indiqué, sous le tiroir inférieur se trouvait une cavité cachée. À l'intérieur, une enveloppe scellée portant mon nom. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Je l'ouvris lentement. À l'intérieur, il y avait un document juridique, un projet de testament daté de l'année précédente. Il n'était pas signé, mais il indiquait clairement que Marcel avait envisagé de me léguer une partie substantielle de la propriété, bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Pourtant, à côté de mon nom, il y avait une note manuscrite, à confirmer après révélation de la promesse. Je restais là, immobile, les mains tremblantes. Mon oncle, l'homme qui m'avait toujours dit que je ne recevrais rien, avait pourtant pensé à moi. Pourquoi ce changement? Et surtout, qu'est-ce que cette révélation signifiait réellement? Je n'eus pas le temps d'y réfléchir davantage. Adrien entra brusquement dans le bureau sans frapper. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» lança-t-il d'un ton sec. « Je cherchais un dossier pour Madeleine, mentis-je. Ne me prends pas pour un idiot. Je sais que tu fouines partout. Tu crois que tu vas trouver quelque chose qui va te donner droit à une part? Tu perds ton temps. » Son regard était empli de mépris. J'allais répliquer, mais il s'approcha de moi et chuchota. « Tu sais très bien que même si tu trouves quoi que ce soit, nous avons les moyens de tout contester. Tu n'as aucune chance contre nous. » Je le regardais droit dans les yeux. Peut-être, mais parfois, la vérité a plus de pouvoir que l'argent. Il éclata de rire et sortit de la pièce en secouant la tête. Je sentis une colère froide m'envahir. J'avais été silencieuse trop longtemps. Il était temps de ne plus subir. Ce soir-là, je relus toutes les lettres de mon grand-père, cherchant des indices sur cette promesse. Une en particulier attira mon attention. Elle était datée de 1962 et adressée à Lucienne. « Si jamais la justice ne se fait pas de mon vivant, elle se fera à travers ceux qui viendront après moi. La vérité sur notre enfant ne doit pas mourir avec nous. » Je relus cette phrase au moins 10 fois. Notre enfant? Avait-il eu un enfant avec Lucienne? Si oui, qui était-il? Était-il encore en vie? Et qu'est-ce que cela signifiait pour la succession de la famille? Je n'endormis presque pas de la nuit. Le lendemain, je décidai de poser la question directement à Marcel. Je le trouvai éveillé, regardant par la fenêtre les vignes baignées de lumière. « Oncle, il faut que vous me disiez la vérité. Qui était Lucienne et cet enfant dont parle grand-père?
Il détourna le regard vers moi, longuement, comme s'il hésitait. Puis il soupira profondément. Lucienne était plus qu'une employée. Elle a aimé ton grand-père, et il l'a aimée en retour. Oui, il y a eu un enfant. Et oui, cet enfant a grandi sans jamais porter notre nom. Alors il existe peut-être un héritier que nous ignorons? Peut-être. Ou peut-être que cet héritier est plus proche que tu ne crois. Je le fixais, troublé par ses paroles. Que voulez-vous dire? Tu comprendras bientôt. Mais promets-moi de ne rien dire pour l'instant. La lecture du testament approche, et ce qui sera révélé ce jour-là changera tout. Le lendemain matin, un silence étrange régnait dans la maison de Launay. On aurait dit que les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Marcel n'avait pas quitté sa chambre depuis la veille, et les médecins entraient et sortaient sans rien dire. Camille et Adrien chuchotèrent dans le salon, mais je savais que leurs mots n'étaient pas des prières. Ils parlaient d'avocats, de succession, de part d'héritage. Je passais devant eux sans les regarder, serrant contre moi la petite boîte en bois que j'avais cachée dans ma chambre. Madeleine entra discrètement avec un plateau. « Mademoiselle Élodie, Monsieur Marcel voudrait vous voir. Il est très faible. » Mon cœur fit un bond. Je montais les escaliers lentement, chaque marche semblant plus lourde que la précédente. Quand j'entrai dans sa chambre, il était allongé, les yeux fermés, respirant avec difficulté. Pourtant, dès qu'il m'entendit, il ouvrit les paupières. « Tu es là? Je voulais te voir une dernière fois dans un moment de lucidité. »« Ne parlez pas ainsi, vous allez vous rétablir, » ai-je tenté de répondre, même si je savais que ce n'était pas vrai. « Non, Élodie, je sens que mon temps s'achève, et il faut que tu saches certaines choses avant que tout ne m'échappe. » Je m'assis près de lui, silencieuse, tandis qu'il fixait un point invisible devant lui. « Tu crois que ta mère a été rejetée par notre famille à cause de son caractère, n'est-ce pas? Ce n'est pas toute la vérité. Elle a été écartée parce qu'elle avait découvert quelque chose que nous avons essayé d'enterrer. De quoi parlez-vous? Ton grand-père Henri avait rédigé un testament très différent de celui qui a été lu à l'époque. Dans ce document, il souhaitait que la moitié du domaine revienne à ta mère, mais ce testament a disparu. Et le notaire de l'époque, un homme corrompu, en a validé un autre, plus favorable à moi et à mon frère. Elle a voulu se battre, mais sans preuve, elle a tout perdu. Je restais figée, incapable de prononcer un mot. Toute ma vie, on m'avait fait croire que ma mère avait renoncé volontairement à son héritage pour fuir la famille. « Pourquoi me dire cela maintenant ?» demandai-je d'une voix brisée. « Parce que j'ai gardé un exemplaire de ce testament, un brouillon signé de la main de ton grand-père. Je ne pouvais pas l'utiliser légalement, mais je l'ai conservé. Et j'ai rédigé un nouveau testament en tenant compte de ce que lui voulait vraiment. Ce testament se trouve chez Maître Leroux, notre notaire. Il le lira quand je ne serai plus de ce monde. » Il toussa violemment et je lui tendis un verre d'eau, les mains tremblantes. « Élodie, tu dois être forte. Ils vont tout faire pour t'empêcher d'assister à la lecture. Mais tu dois y être, quoi qu'il arrive. Promets-le-moi. »« Je vous le promets, » murmurai-je, retenant mes larmes. Il ferma les yeux, épuisé. Je restai à ses côtés encore longtemps, écoutant sa respiration irrégulière. Quand je redescendis, Camille m'attendait au bas de l'escalier, les bras croisés. « Alors, il t'a encore raconté ces histoires sentimentales? Tu devrais avoir un peu de respect. C'est ton oncle. »« Oh, j'en ai. Mais je sais aussi qu'il est vieux et influençable. Et je ne laisserai personne profiter de sa faiblesse. Pas même toi. » Cette dernière phrase n'était pas une menace voilée. C'était une déclaration de guerre. Et je compris à cet instant que la bataille autour de cet héritage ne faisait que commencer. 2 jours plus tard, Marcel s'éteignit paisiblement dans son sommeil. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans tout le village. Les Delaunay étaient une famille influente, et même les journaux locaux parlèrent de la disparition du patriarche des vignes. La maison se remplit de cousins éloignés, de notables, de voisins curieux. Et derrière chaque accolade, chaque regard, je sentais la même chose, l'attente de savoir qui allait hériter de l'empire de Launay.
Lors de la veillée, Adrien s'approcha de moi, un sourire glacial aux lèvres. « Tu sais, Élodie, il est inutile que tu viennes chez le notaire. Ce sont des affaires qui ne te concernent pas. Je viendrai. Pourquoi faire? Pour entendre que... Tu n'as droit à rien. Je préfère t'épargner cette humiliation. Je viendrai quand même, ai-je répété fermement. Son sourire s'effaça. Très bien. Mais ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. La date de la lecture fut fixée au jeudi suivant. Toute la famille devait se rendre chez Maître Leroux, le notaire historique des Delaunay. La veille, alors que je préparais mes affaires, je reçus un appel étrange, une voix masculine calme et polie. « Madame Moreau, ici Maître Leroux. Je voulais... simplement confirmer votre présence demain. »« Oui, bien sûr. Très bien. Votre présence est importante. Monsieur Marcel a laissé des instructions spécifiques vous concernant. Je tenais à vous le dire personnellement. » J'eus un pincement au cœur. C'était peut-être le dernier geste de bienveillance de mon oncle. Le lendemain, la salle d'attente du cabinet de Maître Leroux débordait de membres de la famille, tous impeccablement habillés comme pour une cérémonie. Camille portait un tailleur sobre mais luxueux. Adrien avait sorti son costume 3 pièces le plus cher. Moi, j'avais simplement mis une robe noire et mon vieux manteau en laine. Leur regard en disait long. J'étais une intruse. Lorsque le notaire entra, un silence presque religieux s'installa. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Nous sommes ici pour la lecture du testament de monsieur Marcel Delaunay. Je vous demanderai de ne pas interrompre la lecture. Vous aurez l'occasion de poser des questions ensuite. » Je respirais profondément. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Maître Leroux déplia un dossier épais, ajusta ses lunettes et commença. « Moi, Marcel Delaunay, saint de corps et d'esprit, rédige ce testament en toute connaissance de cause. À mon neveu Adrien Delaunay, je lègue la maison secondaire de Beaune et la somme de 50 000 €. À ma nièce Camille Delaunay, je lègue la collection d'art que j'ai constituée au fil des années, ainsi que la somme de 50 000 €. À mes autres neveux et nièces, je laisse une somme symbolique de 5 000 € chacun. » Camille lança un regard satisfait à Adrien. Il souriait déjà, convaincu que l'essentiel leur reviendrait. Mais Maître Leroux poursuivit. « Concernant la société Delaunay & Fils, les parts que je détiens seront cédées à une fondation caritative visant à soutenir les jeunes vignerons indépendants. » Un murmure d'indignation parcourut la pièce. Adrien se redressa. « Quoi? C'est une blague? S'il vous plaît, laissez-moi terminer, » répondit calmement Maître Leroux. Il marqua une pause, puis sortit une enveloppe scellée. Monsieur Marcel a également rédigé une annexe à son testament, que je n'ai reçue qu'en main propre peu de temps avant son décès. Il a insisté pour que celle-ci soit lue après le document principal. Tous les regards se tournèrent vers lui, puis vers moi. Je ne bougeais pas, mais je sentis leurs yeux brûler ma peau. Leroux ouvrit l'enveloppe et reprit. « À ma nièce Élodie. » Moreau, que j'ai trop souvent jugé sans comprendre sa valeur, je lègue la demeure familiale de Saint-Romain, ainsi que les terres attenantes, incluant 45 hectares de vignes, et la cave fondatrice des Delaunay. Je lui laisse également la collection de lettres et documents historiques de notre famille, avec l'espoir qu'elle saura en préserver l'esprit. Cette décision n'est pas un geste de charité, mais un acte de justice. Un silence de plomb s'abattit dans la salle. On aurait pu entendre une mouche voler, puis Camille éclata. « C'est ridicule. Elle n'a jamais rien fait pour cette famille. Elle ne sait même pas comment fonctionne un domaine. »« Silence, mademoiselle, » coupa Maître Leroux. « Le testament est parfaitement valide. » Adrien se leva, furieux. « Ce n'est pas possible. Il a dû être manipulé. Je ne laisserai pas passer ça. Je ne dis rien. Je ne pouvais pas. » Les mots refusaient de sortir. J'avais passé toute ma vie à entendre que je ne méritais rien. Et voilà que, dans cette salle, tout changeait. Pas par vengeance, mais parce que quelqu'un, mon oncle, avait décidé de réparer une injustice ancienne. Camille et Adrien quittèrent la pièce en claquant la porte, laissant derrière eux une tension presque palpable.
Maître Leroux s'approcha de moi avec un sourire discret. « Monsieur Marcel m'a chargé de vous remettre ceci. » Il me tendit une petite clé en fer forgé, ancienne, ouvragée. Elle appartient à une boîte que vous connaissez déjà, je crois. Je la pris avec des mains tremblantes. Promesse. La boîte. Tout prenait enfin sens. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ce petit morceau de métal allait ouvrir bien plus qu'un coffret oublié. Il allait révéler des vérités que même Marcel n'avait jamais osé dire à voix haute. Je sortis du cabinet notarial dans un mélange d'émotions contradictoires, soulagement, peur, incrédulité, mais surtout une intuition profonde que l'histoire n'était pas terminée. Et en effet, elle ne faisait que commencer, car dès ce soir-là, je reçus une lettre anonyme glissée sous ma porte. Elle ne contenait qu'une phrase. « Si tu ouvres cette boîte, prépare-toi à découvrir ce que tu n'aurais jamais voulu savoir. » Je restais immobile, la feuille entre les doigts, le souffle court. Une partie de moi voulait tout brûler et oublier. Mais une autre, plus forte, plus déterminée, savait que j'irais jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Cette nuit-là, je n'ai presque pas fermé l'œil. La lettre anonyme posée sur ma table de chevet me fixait comme une menace silencieuse. « Si tu ouvres cette boîte, prépare-toi à découvrir ce que tu n'aurais jamais voulu savoir. » Les mots semblaient s'enfoncer dans mon esprit, me rendant tour à tour curieuse, effrayée et déterminée. Vers 3 heures du matin, incapable de résister plus longtemps, j'ai pris la petite clé que m'avait remise Maître Leroux et j'ai sorti la boîte promesse de sa cachette. Mes mains tremblaient lorsque j'ai introduit la clé dans la serrure. Elle s'est ouverte avec un petit clic sec, comme un souffle du passé qui s'échappait enfin. À l'intérieur, il n'y avait ni bijoux ni argent, mais un tas de lettres soigneusement pliées et un petit carnet de cuir usé. La première lettre était adressée à ma mère, Louise. Elle portait la signature d'Henri, mon grand-père. Mon cœur s'est serré tandis que je lisais. « Ma chère Louise, si tu lis ceci, c'est que les choses n'ont pas tourné comme je l'espérais. Je sais que ce que j'ai décidé aujourd'hui est injuste et j'en porterai la honte jusqu'à ma mort. Mais j'ai cédé à la pression de Marcel et de ses associés. Ils m'ont convaincu de modifier mon testament pour assurer la survie du domaine. Mais en vérité, ils craignent que ton indépendance ne mette en danger leur pouvoir. Sache que je ne t'ai jamais oublié et que ce domaine aurait dû t'appartenir autant qu'à eux. Garde espoir. Un jour, la vérité éclatera. » Je relus cette lettre 3 fois, incapable de retenir mes larmes. Ma mère n'avait jamais été la femme froide et distante qu'on m'avait décrite. Elle avait été trahie, piégée, humiliée. Et mon oncle Marcel, que je venais d'apprendre à voir sous un jour plus nuancé, n'était pas seulement un patriarche sévère, il avait été l'architecte d'une injustice. Dans le carnet, j'ai découvert autre chose, des relevés bancaires anciens, des lettres signées de Marcel et d'un certain Paul Villeneuve, ancien partenaire d'affaires. Il parlait d'un transfert de parts et d'un accord confidentiel. Les mots étaient vagues, mais suffisants pour comprendre que quelque chose d'illégal avait eu lieu. Peut-être une manipulation pour s'approprier le domaine au détriment de ma mère, et peut-être que ce testament disparu dont Marcel m'avait parlé existait bel et bien. Je rangeais précieusement les documents dans un dossier. Soudain, on frappa violemment à ma porte. Il était à peine 7 heures. Camille entra sans attendre ma réponse. « Alors c'est vrai, tu as l'intention d'accepter ce ridicule héritage. Pourquoi ne le ferais-je pas? Parce que tu n'as pas ta place ici. Cette maison, ces terres, elles appartiennent à notre lignée, à ceux qui savent ce que signifie être un Delaunay. Je suis une Delaunay autant que toi, ai-je répliqué calmement. Non, tu es une erreur, une faiblesse, et tu vas tout détruire. Ces mots me blessèrent, plus que je ne voulais l'admettre. Mais cette fois, je ne baissai pas les yeux. Je n'ai aucune intention de détruire quoi que ce soit. Je veux simplement connaître la vérité. Et si cette vérité doit bouleverser certaines certitudes, alors qu'il en soit ainsi. Elle me fusilla du regard. Très bien, tu l'auras voulu.
Ne viens pas pleurer quand tout s'effondrera autour de toi. » Elle sortit en claquant la porte, et dans un mélange de rage et de peur, je compris que la bataille n'allait pas s'arrêter à des mots. Ils allaient tout faire pour me déstabiliser. 2 jours plus tard, j'étais convoqué chez le notaire pour signer les premiers documents liés à l'héritage. À ma grande surprise, Maître Leroux n'était pas seul. Adrien et Camille étaient présents, accompagnés d'un avocat. Leur attitude arrogante ne laissait aucun doute. Ils préparaient quelque chose. « Madame Moreau, » dit l'avocat d'un ton sec, « mes clients souhaitent déposer une opposition à l'exécution du testament. Ils estiment que votre oncle n'était plus en pleine possession de ses moyens lorsqu'il l'a rédigé. »« C'est absurde, répondis-je. Il était parfaitement lucide lorsque nous avons parlé. Peut-être, peut-être pas. Nous avons des témoignages qui pourraient prouver le contraire. » Je sentis la colère monter, mais Leroux posa une main apaisante sur mon bras. « Ne vous inquiétez pas, Madame Moreau. Leur démarche est courante dans ce genre de situation. Mais nous avons des preuves de la lucidité de Monsieur Delaunay, des certificats médicaux, des vidéos et même des lettres écrites de sa main peu de temps avant sa mort. Rien ne pourra invalider ce testament. » Adrien esquissa un sourire ironique. « On verra bien. Nous avons d'autres cartes à jouer. » Je compris alors que cette guerre d'héritage dépasserait les tribunaux. Elle se jouerait aussi dans l'opinion publique, dans le regard des autres, dans les secrets enfouis que chacun pourrait utiliser contre moi. Et ils avaient certainement beaucoup de munitions. En rentrant à la maison, j'ai retrouvé Madeleine dans la cuisine. Elle semblait nerveuse. « Mademoiselle Élodie, vous devez être prudente. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Il y a des choses que vous ignorez encore. Qu'entendez-vous par là ?» Elle hésita, puis se pencha vers moi. « J'ai travaillé ici toute ma vie. J'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir. Votre mère n'était pas partie de son plein gré. Elle a été forcée de quitter cette maison. Il y a eu un accord secret entre Monsieur Marcel et un certain Villeneuve. Et cela concernait vous. » Je la regardai, interdite. « Moi ? Que voulez-vous dire ? Je ne peux pas en dire plus. Mais cherchez dans les papiers de Monsieur Villeneuve. Il vivait autrefois à Lyon. Peut-être y trouverez-vous ce que vous cherchez. » Cette révélation me laissa sans voix. Pourquoi aurais-je été concerné par un accord datant d'avant ma naissance? Était-ce possible qu'il y ait un secret encore plus profond que la falsification d'un testament? Je décidai de suivre sa piste. Grâce à une vieille connaissance à la mairie, je retrouvai l'adresse d'un ancien entrepôt appartenant à Paul Villeneuve. C'était un bâtiment abandonné à la périphérie de Lyon, envahi par la poussière et les toiles d'araignée. Là, au fond d'un vieux coffre rouillé, je découvris une série de contrats et de lettres échangées entre Marcel et Villeneuve. L'un d'eux attira immédiatement mon attention. Si Louise accepte de quitter la région et de ne jamais revendiquer ses droits, nous effacerons la dette contractée par son mari. En échange, l'enfant à naître ne devra jamais être reconnu comme héritier direct. Mon sang se glaça. L'enfant à naître, c'était moi. C'était bien de moi qu'il s'agissait. Ma mère avait été contrainte de partir pour protéger mon père d'une ruine certaine, et en échange, elle avait dû accepter que je sois effacée de l'histoire familiale. Toute ma vie, j'avais cru que j'étais ignorée parce que j'étais insignifiante. La vérité était bien plus cruelle. J'avais été effacée par un accord. Je restais là, assise au milieu de ce hangar, poussiéreux, incapable de retenir mes larmes. Tout s'effondrait et tout prenait sens en même temps. Le mépris, l'exclusion, les regards froids. Ce n'était pas un hasard. C'était une décision prise avant même ma naissance. De retour à Saint-Romain, je pris une décision. Je ne fuirai plus, je ne me tairai plus. Je ne laisserai pas Camille et Adrien écrire l'histoire à ma place. Je devais révéler tout cela, peu importe le scandale que cela provoquerait. Je demandai un rendez-vous avec Maître Leroux et lui montrai les documents découverts. Il les lut attentivement, son visage devenant de plus en plus grave. « C'est accablant, dit-il enfin. Si ces documents sont authentiques, ils prouvent
non seulement une manipulation d'héritage, mais aussi une fraude. Que pouvons-nous faire? Attendre le bon moment. Je pense que votre oncle avait anticipé cela. Il m'a confié un élément que je ne devais vous remettre qu'après la lecture officielle. Une vidéo. Il sortit d'un coffre une clé USB et la posa sur son bureau. Marcel avait enregistré un message avant sa mort. Je pense qu'il y explique beaucoup de choses. Je rentrais chez moi, branchais la clé sur mon ordinateur et lançais la vidéo. L'image tremblait un peu, mais la voix de Marcel était claire. Si tu regardes ceci, Élodie, c'est que je ne suis plus là. Je dois te dire ce que je n'ai jamais eu le courage d'admettre de mon vivant. Oui, j'ai manipulé le testament de ton grand-père. Oui, j'ai éloigné ta mère. Mais je ne l'ai pas fait uniquement par avidité. J'ai eu peur. Peur que le domaine s'effondre. Peur que nos erreurs soient révélées. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que tu serais la seule capable de porter ce nom avec dignité. C'est pourquoi tout te revient aujourd'hui. Je restais figé devant l'écran. Les larmes coulaient silencieusement sur mes joues. Ce n'était plus seulement une histoire d'héritage, c'était une histoire de justice, de vérité et de rédemption. Mais une pensée m'obsédait. Si moi, j'avais été effacé, qui d'autre avait été tenu à l'écart? Et surtout, quelles autres vérités restaient encore enfouies dans l'ombre? La réponse, je le sentais, allait bientôt bouleverser tout ce que je croyais savoir. Les jours qui suivirent à la découverte de la vidéo furent parmi les plus intenses de ma vie. Tout ce que je croyais savoir sur ma famille, sur mon histoire, s'était effondré. Je ne dormais presque plus, passant mes nuits à relire les lettres d'Henri, à examiner les contrats trouvés à Lyon et à repasser en boucle les mots de Marcel. La vérité m'avait été arrachée comme un pansement sur une vieille plaie, et la douleur qui en ressortait était bien plus vive que je ne l'avais imaginé. Pourtant, au milieu de ce chaos intérieur, une idée claire s'imposait. Je ne pouvais plus reculer. Camille et Adrien, de leur côté, avaient lancé une véritable offensive. Ils avaient organisé des réunions avec les autres membres de la famille, donnant des interviews à des journaux locaux pour insinuer que j'avais manipulé mon oncle dans ces derniers jours. Des rumeurs circulaient dans le village. On disait que j'étais une opportuniste, que je voulais détruire l'héritage de Launay. Même certains voisins qui me saluaient autrefois détournèrent le regard. Ce dénigrement organisé commençait à porter ses fruits. Je me rendis chez Maître Leroux pour lui faire part de mes inquiétudes. Il m'accueillit avec un air grave. Je m'attendais à ce qu'il réagisse ainsi, dit-il en soupirant. Ils savent que s'ils perdent l'opinion publique, ils perdent leur pouvoir. Mais nous avons un atout qu'ils ignorent. Lequel? Marcel ne m'a pas seulement confié la vidéo, il m'a également remis un second dossier que je n'ai pas encore ouvert. Il m'a demandé de le lire uniquement si vous étiez prête à aller jusqu'au bout. Je le fixai sans hésitation. Je suis prête. Il ouvrit lentement une grande enveloppe scellée. À l'intérieur, plusieurs documents signés et au sommet, une lettre manuscrite. Leroux la lut à voix haute. Si Camille et Adrien contestent le testament ou tentent de nuire à Élodie, veuillez remettre à la justice les documents ci-joints. Ils contiennent des preuves irréfutables des détournements de fonds commis par Adrien au sein de la société Delaunay & Fils, ainsi que des tentatives de vente illégale de parcelles par Camille. Je restais bouche bée. Il savait tout? Oui, et il avait tout prévu. Dans le dossier se trouvèrent des relevés bancaires, des copies de contrats, des échanges d'emails entre Adrien et un investisseur étranger. C'était accablant. Adrien avait siphonné des centaines de milliers d'euros pour financer ses projets personnels, tandis que Camille avait tenté de vendre discrètement une partie des terres à un promoteur immobilier. Avec ces preuves, dit Leroux, ils ne pourront pas aller loin. Non seulement leur contestation n'aura aucune chance, mais ils risquent aussi des poursuites pénales. Je ne veux pas les détruire, répondis-je, même si une part de moi en avait envie. Je veux seulement que la vérité éclate. Cette vérité éclata plus tôt que prévu. Quelques jours plus tard, une audience fut organisée pour statuer sur la validité du testament.
La salle du tribunal était pleine à craquer. Camille et Adrien étaient là, entourés de leurs avocats, sur deux. Moi, j'étais assise seule, mon dossier sur les genoux, essayant de calmer les battements affolés de mon cœur. L'avocat des Delaunay prit la parole en premier. Il parla longuement de manipulation, de fragilité mentale et de pression exercée sur un vieil homme malade. Puis vint mon tour. Maître Leroux se leva et, d'une voix calme, présenta d'abord les certificats médicaux prouvant la pleine lucidité de Marcel. Ensuite, il sortit le dossier des détournements et le remit au juge. L'effet fut immédiat. Adrien blêmit, Camille se recroquevilla sur sa chaise. Le juge parcourut rapidement les documents, puis leva les yeux vers eux. « Monsieur Adrien Delaunay, mademoiselle Camille Delaunay, avez-vous une explication à fournir pour ces transactions ?» Adrien tenta de bafouiller quelque chose, mais son avocat posa une main sur son bras, lui murmurant de se taire. Camille, elle, éclata. « C'est un coup monté. Tout cela est inventé pour nous salir. Ces documents portent votre signature, mademoiselle, » répondit froidement le juge. « À moins que vous ne prétendiez avoir été victime d'une usurpation d'identité. » Le silence qui suivit en disait long. En moins d'une heure, toute leur stratégie s'effondra. Le juge conclut que le testament était valide, que Marcel avait rédigé ses volontés en pleine possession de ses moyens et que les tentatives de contestation reposaient sur des motivations malveillantes. En sortant du tribunal, une foule de journalistes nous attendait. Les flashs crépitaient, les questions pleuvaient. Camille et Adrien s'éloignèrent rapidement, fuyant les caméras. Moi, je restais immobile quelques secondes, le visage levé vers le ciel gris de Bourgogne. J'avais gagné une bataille, mais pas la guerre, car à peine rentré chez moi, je reçus un appel inattendu. « Madame Moreau, ici Maître Leroux. Je viens de recevoir une information troublante. Il semble qu'il existe un second testament, rédigé par Henri, votre grand-père, qui n'a jamais été enregistré. Comment est-ce possible? Je ne sais pas encore. Un ancien employé du notaire d'alors affirme en avoir vu une copie il y a des décennies. Si ce document existe toujours, il pourrait révéler d'autres secrets ou remettre certaines choses en question. Mon cœur se serra. Après tout ce que j'avais déjà découvert, je ne savais pas si j'avais encore la force d'affronter de nouvelles révélations. Mais il était trop tard pour reculer. J'acceptais de rencontrer ce témoin. Il s'appelait René Martel, un homme âgé aux cheveux blancs, ancien clerc de notaire. Nous nous retrouvâmes dans un petit café de Beaune. Il posa devant moi une enveloppe jaunie. J'ai gardé cela toutes ces années. Je ne savais pas quoi en faire, jusqu'à ce que j'entende parler de l'affaire Delaunay. À l'intérieur se trouvait une simple feuille, rédigée à la main par Henri. Ce n'était pas un testament officiel, mais une lettre datée de quelques semaines avant sa mort. À ma petite fille, qui n'est pas encore née mais qui portera un jour ce nom, sache que ce domaine t'appartient autant qu'à quiconque, si les circonstances te privant de ce droit. J'espère qu'un jour, la vérité sera rétablie. Et si quelqu'un lit cette lettre à ta place, qu'il sache qu'il trahit ma volonté. Je restais longtemps sans parler, fixant l'écriture tremblante de mon grand-père. Tout était là, noir sur blanc. Il avait voulu que ma mère et moi fassions partie intégrante de cet héritage. Ce n'était donc pas seulement Marcel qui avait failli à la promesse, c'était toute une génération. Sur le chemin du retour, une autre idée germa dans mon esprit. Et si l'héritage n'était pas seulement une question de justice personnelle? Et s'il pouvait devenir quelque chose de plus grand, de plus noble? Je n'avais jamais voulu de ces vignes pour moi seul, mais je pouvais leur donner un sens nouveau. Quelques semaines plus tard, après de longues démarches, j'annonçai publiquement ma décision. Transformer la demeure familiale en une maison d'accueil pour femmes âgées isolées. Une partie des terres serait mise à disposition d'une coopérative d'hommes. Jeunes vignerons sans moyens. L'annonce fit grand bruit. Certains applaudissaient mon geste. D'autres criaient au scandale, parlant de trahison du patrimoine. Camille, dans une rare interview, me traita de destructrice. Adrien, lui, resta silencieux.
Un soir, alors que je terminais de classer de vieux papiers dans le bureau, un bruit sourd attira mon attention. Une planche du plancher semblait bouger légèrement. Intrigué, je la soulevai. En dessous, une petite trappe métallique cachait un coffre rouillé. Il fallut plusieurs minutes pour l'ouvrir. À l'intérieur, des dizaines de lettres anciennes, des documents notariés et un dossier scellé portant l'inscription « À ouvrir après ma mort, Marcel ». Mes mains se mirent à trembler. Je n'eus pas la force de l'ouvrir ce soir-là. Je savais seulement que ce dossier contenait sans doute la dernière pièce manquante de ce puzzle familial, et que, quoi qu'il renferme, il changerait à nouveau tout ce que je croyais savoir. Cette nuit-là, en regardant les vignes s'étendre sous la lumière de la lune, je compris que l'histoire des Delaunay n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Et moi, Élodie Moreau, l'enfant qu'ils avaient voulu effacer, j'étais désormais celle qui allait écrire la suite. J'ai passé plusieurs jours à contempler le coffre sans oser l'ouvrir. Il reposait sur mon bureau, silencieux et lourd de secrets, comme s'il contenait l'âme même de cette maison. Chaque fois que je passais devant, mon cœur s'accélérait. Je savais que ce que j'allais découvrir pouvait tout bouleverser à nouveau. Et pourtant, je sentais que je ne pourrais jamais avancer tant que je n'aurais pas affronté ce dernier fragment du passé. Un soir d'hiver, alors que la pluie battait les vitres et que le vent soufflait dans les vignes, je me décidai enfin. Je soulevai le couvercle avec précaution. À l'intérieur, il y avait des lettres, des documents et au fond, un petit carnet relié de cuir. La première lettre, écrite de la main de Marcel, m'était adressée directement. « Élodie, si tu lis ceci, c'est que tu as eu le courage d'aller jusqu'au bout. J'ai longtemps cru que protéger notre nom signifiait cacher nos erreurs. J'avais tort. Le poids du silence m'a écrasé toute ma vie. Il est temps pour toi de savoir toute la vérité. » Je tournai la page, le souffle court. Ce que je lus ensuite me fit trembler. Marcel avouait qu'avant même ma naissance, il avait eu une liaison avec une femme de la région, Juliette, Desmarais, et qu'un enfant était né de cette union. Cet enfant n'avait jamais été reconnu publiquement. « Je ne pouvais pas », écrivait-il. « J'étais trop lâche, trop obsédé par notre réputation. » Il ajoutait que cet enfant avait grandi loin de Saint-Romain, sans savoir qui était son père, et que, ces dernières années, il avait tenté de le retrouver sans succès. Je restais un long moment immobile, incapable de respirer. J'avais passé toute ma vie à me sentir invisible aux yeux de cette famille. Et maintenant, j'apprenais qu'il existait quelque part un autre héritier, un demi-frère ou une demi-sœur dont personne n'avait jamais parlé. Cette révélation remettait tout en question. Tout ce que j'avais cru être ma lutte personnelle prenait soudain une autre dimension. Les semaines qui suivirent furent remplies d'une agitation que je n'avais jamais connue. Les médias s'intéressaient à ma décision de transformer la demeure en maison d'accueil. Des associations me contactaient, des bénévoles se proposaient. Malgré la tempête médiatique, quelque chose en moi restait en suspens. Chaque matin, je relisais les lettres de Marcel, espérant y trouver un indice sur l'identité de cet enfant caché. Mais il n'y avait qu'un prénom griffonné à la hâte dans la marge d'un document. Lucien. Je décidai d'engager un détective privé. Après des semaines d'enquête, il me contacta enfin. « Madame Moreau, je crois avoir trouvé la personne que vous cherchez. Il vit à Bordeaux. Il s'appelle Lucien Desmarais. » Mon cœur s'emballa. Devais-je vraiment aller à sa rencontre? Et s'il refusait de me voir? S'il me haïssait pour tout ce que son père n'avait pas fait? Mais au fond de moi, je savais que je n'avais pas le choix. Je pris le train pour Bordeaux quelques jours plus tard. Lucien vivait dans une petite maison à la périphérie de la ville, entourée d'un jardin sauvage. Il devait avoir une cinquantaine d'années, les cheveux poivre et sel, les traits marqués par le temps. Quand il ouvrit la porte, il me regarda sans comprendre. « Puis-je vous aider? Je m'appelle Élodie Moreau. Je crois que nous devons parler. » Nous restâmes assis pendant des heures autour d'un café tiède. Je lui racontai tout. Marcel, le testament, les lettres,
la boîte, son nom trouvé dans les documents. Au début, il resta silencieux, les mains croisées devant lui. Puis ses yeux s'embuèrent. Ma mère m'a parlé d'un homme. Elle disait qu'il l'avait aimé, puis abandonné sans un mot. Je n'ai jamais su son nom. Vous me dites que c'était Marcel Delaunay? Oui, et il a regretté ce choix toute sa vie. Regretté? Il ne m'a jamais cherché. Pas un mot, pas une lettre. Il a eu peur, et il a eu tort, mais il voulait réparer ses erreurs. Il voulait que je vous retrouve. Lucien resta longtemps silencieux, regardant par la fenêtre. Enfin il soupira. Je ne sais pas si je peux lui pardonner, mais j'aimerais voir l'endroit d'où je viens. Peut-être que ça m'aidera à comprendre. Quelques semaines plus tard, Lucien vint à Saint-Romain. Il marcha longtemps dans les vignes, visita la maison, lut certaines lettres laissées par Marcel. Je le regardais en silence, comprenant que ce lieu n'était pas seulement mon héritage, il était aussi le sien. Nous parlâmes beaucoup ces jours-là, partageant nos histoires d'enfance, nos blessures, nos solitudes. Et lentement, une forme de lien se tissa entre nous. Il n'était pas seulement un étranger portant le même sang, il était une partie de cette histoire qui avait été arrachée à l'oubli. Pendant ce temps, la maison d'accueil prenait forme. Les premiers travaux commencèrent et les jeunes vignerons de la coopérative arrivèrent pour préparer les vignes pour la nouvelle saison. Je passais mes journées à superviser les rénovations et mes soirées à lire les lettres anciennes, découvrant encore des fragments d'histoire familiale. Plus je plongeais dans ce passé, plus je réalisais que cet héritage n'était pas seulement une question de biens matériels, c'était un poids, une responsabilité, un devoir de vérité. Un jour, alors que Lucien et moi déjeunions sous la tonnelle, il posa sa main sur la table. « Tu sais, Élodie, nous avons grandi dans des mondes très différents, mais je crois que ce domaine a besoin de nous deux. Il a besoin de nos deux histoires pour exister pleinement. » Je souris. Peut-être que c'était ça, finalement, la volonté de Marcel. Pas seulement réparer une injustice, mais réunir ce qui avait été séparé. Avec le temps, Camille et Adrien disparurent de nos vies. Ils vendirent leur part restante dans la société et s'installèrent à l'étranger. Je ne les revis plus. Peut-être que, d'une certaine manière, c'était mieux ainsi. Leur haine et leur rancune n'avaient plus de place ici. Quant à moi, je trouvais une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Je passais mes soirées à marcher entre les rangs de vignes, respirant l'air chargé de l'odeur du raisin mûr, écoutant le vent glisser entre les feuilles comme une prière. 1 an. Après la mort de Marcel, nous inaugurâmes la maison Louise, du nom de ma mère. Ce fut une journée simple, sans faste, mais profondément émouvante. Les premières de pensionnaires, des femmes qui avaient tout perdu ou qui vivaient dans l'isolement, arrivèrent une par une. Certaines pleuraient en découvrant les chambres lumineuses et les jardins fleuris. D'autres riaient comme des enfants, heureuses d'avoir trouvé un lieu où elles pourraient finir leur jour dans la dignité. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les collines dorées de Bourgogne, je me suis assise sur le vieux banc de pierre derrière la maison. Lucien m'a rejoint. Nous sommes restés là sans parler, simplement à regarder le ciel se teinter d'orange et de pourpre. Puis il a murmuré « Tu crois qu'ils seraient fiers de nous ?» Je crois qu'ils le sont déjà. Je pensais à ma mère, à Henri, à Marcel, à tous ceux qui avaient fait des choix, bons ou mauvais, qui avaient façonné cette histoire. Oui, il y avait eu des erreurs, des trahisons, des mensonges, mais il y avait aussi eu de l'amour, de la rédemption, et surtout, un profond désir de réparer ce qui avait été brisé. Je me levai, inspirant profondément l'air du soir. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais plus l'enfant effacé. J'étais la gardienne d'un héritage réconcilié, la voix d'une vérité trop longtemps étouffée. Et alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel, je sus que, quoi qu'il arrive désormais, cette terre, cette maison, cette histoire ne serait plus jamais synonyme de honte. Elle serait le symbole de la promesse tenue, une promesse de justice, une promesse de réconciliation, une promesse d'avenir.
Et cette promesse, je la tiendrai pour ma mère, pour Marcel, pour Lucien, pour toutes celles et ceux qui viendraient après moi. Parce que, enfin, j'avais compris. Ce que l'on m'avait volé ne se résumait pas à une maison ou à des hectares de vignes. C'était mon nom, ma dignité, ma place. Et tout cela, aujourd'hui, m'appartenait à nouveau. Et maintenant que notre histoire touche à sa fin, prenons un instant pour respirer profondément et réfléchir ensemble à tout ce que nous venons de vivre. L'histoire d'Élodie Moreau, de sa famille, des secrets longtemps enfouis, des injustices réparées, n'est pas seulement un récit de succession ou de révélation familiale. Elle est bien plus que cela. Elle est le miroir de ce que tant d'entre nous vivons, d'une manière ou d'une autre, au cours de notre vie. Qui n'a jamais ressenti ce sentiment d'être rejeté, oublié, effacé, simplement parce qu'on ne correspondait pas aux attentes des autres? Qui n'a jamais porté le poids d'une injustice, d'un mensonge ancien, d'un héritage de douleur transmis de génération en génération? Et pourtant, cette histoire nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour que la vérité éclate, jamais trop tard pour que la justice triomphe, jamais trop tard pour que ce qui a été volé soit restauré. En écoutant cette histoire, peut-être avez-vous reconnu en Élodie une partie de vous-même. Peut-être avez-vous été mis de côté par ceux qui auraient dû vous aimer. Peut-être avez-vous grandi dans l'ombre, pensant que votre vie n'avait pas de valeur. Ou peut-être portez-vous un passé dont vous avez honte, un passé qui vous empêche d'avancer. Si c'est votre cas, alors laissez cette histoire être pour vous un rappel puissant. La valeur d'une personne ne dépend pas de ce que les autres pensent d'elle. Elle ne dépend pas des titres, des possessions ou de l'approbation de ceux qui nous entourent. Elle est inscrite en nous dès notre naissance. Nous avons été créés avec une valeur infinie et aucune parole, aucun rejet, aucune trahison ne peut l'effacer. L'une des leçons les plus importantes que cette histoire nous enseigne, c'est que la vérité finit toujours par triompher. Parfois, elle met des années à émerger. Parfois, elle surgit dans des moments inattendus. Mais elle finit toujours par éclater. Élodie a passé une grande partie de sa vie à croire qu'elle n'avait aucune importance aux yeux de son oncle, qu'elle ne méritait rien de l'héritage familial. Pourtant, la vérité qu'il avait cachée pendant si longtemps est sortie de l'ombre et a tout changé. Cela nous rappelle que, même lorsque tout semble figé dans l'injustice, même lorsque les mensonges semblent avoir gagné, il y a toujours une force plus grande à l'œuvre. Et cette force s'appelle la vérité. Elle ne disparaît jamais vraiment. Elle attend simplement le moment juste pour se manifester. Cette histoire nous enseigne aussi la puissance du pardon et de la réconciliation. Marcel a commis des erreurs, de graves erreurs. Il a trahi sa propre famille, a laissé l'avidité et la peur guider ses décisions. Et pourtant, avant de mourir, il a cherché à réparer ses fautes. Il a voulu rendre justice à celles qu'il avait rejetées. Ce n'est pas toujours facile de pardonner. Il n'est pas simple de regarder en face ceux qui nous ont blessés et de choisir de ne pas laisser la haine nous consumer. Mais le pardon est libérateur. Il ne change peut-être pas le passé, mais il transforme notre cœur et nous libère de chaînes invisibles. En outre, cette histoire nous parle d'identité. Élodie n'a pas attendu de recevoir un héritage pour avoir de la valeur. Elle l'avait déjà, même lorsqu'on lui disait qu'elle ne méritait rien. Et il en va de même pour chacun de nous. Notre identité ne dépend pas de ce que nous possédons, ni des erreurs de nos ancêtres, ni même des injustices que nous avons subies. Elle ne dépend pas de ce que les autres ont dit ou fait. Elle est enracinée dans quelque chose de bien plus profond, de bien plus solide. Nous sommes des êtres aimés, créés avec un but. Alors, vous qui écoutez cette histoire, j'aimerais vous poser une question. Que faites-vous de votre propre histoire? Avez-vous laissé le rejet des autres définir qui vous êtes? Avez-vous permis à la douleur de votre passé d'éteindre votre lumière? Avez-vous enfoui vos rêves, vos dons, vos talents, parce que quelqu'un vous a dit un jour que vous n'étiez pas assez? Si c'est le cas, il est temps de reprendre ce qui vous appartient.
Il est temps de vous lever, de regarder la vérité en face et de comprendre que vous avez été créé pour bien plus que ce que les autres ont voulu vous faire croire. Et si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé en vous des émotions, des souvenirs ou des réflexions, je vous invite à participer activement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce qu'elle vous a appris. Quelles leçons avez-vous tirées de ce parcours d'Élodie? Avez-vous déjà vécu une situation similaire où la vérité a fini par éclater après des années de silence? Votre expérience peut encourager quelqu'un d'autre qui traverse aujourd'hui une épreuve semblable. Et n'oubliez pas, si ce récit vous a parlé, si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, alors soutenez notre travail. Laissez un like sous cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Votre soutien est précieux et nous permet de continuer à partager ces récits qui, au-delà du divertissement, portent des messages profonds sur la vie, sur l'amour, sur la foi et sur l'espoir. Mais il y a encore une dimension plus profonde que nous devons explorer ensemble, car cette histoire, aussi émouvante et inspirante soit-elle, n'est qu'une ombre d'une vérité bien plus grande, la vérité d'un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, un amour qui ne dépend pas de nos mérites, ni de nos erreurs, ni de notre passé. Cet amour, c'est celui de Dieu pour chacun de nous, et il est résumé de manière magnifique dans un seul verset de la Bible, un verset que vous avez peut-être déjà entendu, mais dont la profondeur mérite d'être méditée encore et encore. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces mots sont parmi les plus puissants jamais écrits. Ils ne sont pas seulement une promesse religieuse, ils sont le cœur même de l'histoire humaine. Ils nous rappellent que, peu importe notre passé, peu importe nos fautes, peu importe ce que les autres ont dit ou pensé de nous, Dieu nous aime d'un amour incommensurable. Cet amour n'est pas conditionné par nos réussites, il ne dépend pas de notre perfection, il est offert gratuitement, sans condition, sans réserve. Regardez la vie d'Élodie. Elle a été rejetée, effacée, oubliée. Elle a été jugée indigne d'un héritage, comme si sa valeur dépendait de ce que les autres décidaient. Et pourtant, à la fin, tout ce qui lui avait été volé lui a été rendu. Et même davantage. Ce que Marcel a fait imparfaitement pour Élodie, Dieu le fait parfaitement pour chacun de nous. Nous avons été éloignés de lui par nos fautes, par nos choix, par nos blessures. Nous avons été trompés par les mensonges du monde qui nous disent que nous ne valons rien, que nous ne méritons pas d'être aimés. Mais Dieu, dans son immense amour, a décidé de tout renverser. Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, pour restaurer ce qui avait été perdu. Et ce don n'est pas réservé à une élite, à des gens parfaits ou à ceux qui méritent. Il est pour quiconque croit en lui. Cela signifie vous, cela signifie moi. Cela signifie chaque être humain, quel que soit son passé, quelle que soit sa douleur. Le sacrifice de Jésus sur la croix n'est pas une légende ou un symbole abstrait. C'est l'acte d'amour le plus concret et le plus puissant qui ait jamais existé. Sur cette croix, il a porté le poids de nos fautes, de nos hontes, de nos blessures. Il a pris sur lui ce qui nous séparait de Dieu pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Et tout comme Élodie a dû ouvrir cette petite boîte marquée « Promesse » pour découvrir la vérité sur son histoire, chacun de nous est appelé à ouvrir son cœur à cette promesse divine. Il ne suffit pas de savoir que Dieu nous aime. Il faut l'accepter, personnellement, profondément. Il faut dire « Oui Seigneur, je crois que tu m'aimes. Je crois que Jésus est mort pour moi. Je crois qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Et je veux vivre cette vie avec toi. » C'est là que tout change. Ce n'est pas une transformation superficielle. Ce n'est pas une simple amélioration de notre vie. C'est une renaissance. C'est comme si toutes les chaînes invisibles qui nous retenaient se brisaient soudainement.
C'est la paix qui entre dans notre cœur, là où régnait la peur et la culpabilité. C'est l'espérance qui éclaire notre avenir, même dans les ténèbres les plus profondes. Peut-être pensez-vous que vous êtes trop loin pour que Dieu vous atteigne. Peut-être vous dites-vous, j'ai trop péché, j'ai trop échoué, j'ai fait trop de mal. Mais laissez-moi vous rappeler ceci. Il n'existe aucun endroit si sombre que l'amour de Dieu ne puisse y pénétrer, aucune faute si grande que sa grâce ne puisse la couvrir, aucun cœur si brisé qu'il ne puisse le restaurer. Jésus n'est pas venu pour les parfaits, il est venu pour les perdus, les blessés, les oubliés. Il est venu pour vous. Alors aujourd'hui, ici et maintenant, vous pouvez faire un choix. Vous pouvez choisir de continuer à porter seul le poids de votre passé, de vos peurs, de vos regrets. Ou vous pouvez choisir de tout déposer aux pieds de Jésus et de lui ouvrir à votre cœur. Ce choix ne dépend pas de votre force, mais de votre foi. Il suffit d'un mot, d'un simple « oui ». Et si vous sentez dans votre cœur ce désir, si quelque chose en vous murmure que c'est le moment, je vous invite à faire cette prière avec moi, là où vous êtes. Elle n'a pas besoin d'être parfaite. Dieu ne regarde pas la beauté de vos mots, mais la sincérité de votre cœur. Dites simplement, « Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je t'invite dans mon cœur aujourd'hui. Pardonne-moi, transforme-moi et conduis ma vie selon ta volonté. Je veux marcher avec toi à partir de ce jour et pour toujours. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous venez de prendre la décision la plus importante de votre vie. Vous n'êtes plus seul. Vous êtes désormais un enfant de Dieu, aimé, pardonné et appelé à une vie nouvelle. Et cette nouvelle vie ne se résume pas à une religion. C'est une relation vivante avec un Dieu qui vous connaît mieux que personne et qui vous aime d'un amour que rien ne peut briser. De la même manière qu'Élodie a transformé l'héritage reçu en une maison d'accueil pour offrir un refuge à ceux qui étaient seuls, Dieu désire faire de votre cœur une demeure pour son amour, pour sa paix, pour sa présence. Et ce qu'il commencera en vous aujourd'hui, il le portera à son accomplissement. Vous ne serez plus jamais la même personne. Vous ne marcherez plus jamais seul. Avant de terminer, j'aimerais à nouveau vous parler directement, vous qui êtes en train d'écouter cette histoire. Si elle vous a touché, si elle a éveillé quelque chose en vous, alors ne partez pas sans agir. Laissez un like à cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Votre geste, aussi petit soit-il, peut faire une grande différence. Il peut permettre à ce message d'atteindre d'autres cœurs, d'apporter de l'espoir à ceux qui en manquent, de rappeler à quelqu'un qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous ce que cette histoire vous a appris. Avez-vous déjà été dans la situation d'Élodie, rejetée ou oubliée avant que la vérité ne se révèle? Avez-vous connu le pouvoir libérateur du pardon? Ou peut-être avez-vous aujourd'hui décidé d'ouvrir votre cœur à Jésus pour la première fois? Si c'est le cas, dites-le nous. Nous serons honorés de prier pour vous, de vous accompagner dans cette nouvelle étape de votre vie. N'oubliez jamais ceci. Peu importe d'où vous venez, peu importe ce que vous avez traversé, vous êtes aimé. Aimé d'un amour qui ne dépend pas de votre passé. Aimé d'un amour qui ne change jamais. Aimé d'un amour qui a été prouvé sur une croix il y a plus de 2000 ans. Cet amour vous appelle aujourd'hui. Il vous appelle par votre nom. Et il dit, viens tel que tu es. Et tout comme Élodie a découvert que ce qui avait été volé pouvait être rendu au centuple, Dieu promet de restaurer dans votre vie ce que le monde vous a pris. Il promet de transformer vos blessures en force, vos larmes en joie, vos échecs en témoignages. Il promet de faire de votre histoire, si douloureuse soit-elle, un chef-d'œuvre de grâce. Alors, marchez avec confiance. Relevez la tête. Votre passé n'a pas le dernier mot. Votre douleur n'a pas le dernier mot. Votre rejet n'a pas le dernier
mot. Le dernier mot appartient à celui qui vous aime d'un amour éternel, Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et souvenez-vous, chaque histoire, aussi brisée soit-elle, peut être rachetée. Chaque vie, aussi perdue qu'elle paraisse, peut être transformée. Et chaque cœur, même le plus blessé, peut devenir le lieu où naît un nouvel espoir. Alors, si ce message a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons à partager des histoires qui guérissent, qui élèvent, qui rappellent que l'amour et la grâce triomphent toujours. Et surtout, souvenez-vous de ces mots qui ont changé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que ces mots deviennent votre réalité aujourd'hui, qu'ils vous accompagnent dans vos choix, dans vos luttes, dans vos rêves, qu'ils vous rappellent chaque jour que vous êtes aimé, voulu, choisi, et que peu importe où vous en êtes, il y a toujours une nouvelle page à écrire, parce que l'histoire de votre vie n'est pas terminée, elle ne fait que commencer.